On dit que l'amour peut déplacer des montagnes, mais Anna Collins se demandait s'il pouvait défier la mort elle-même. Car c'était tout ce qui se dressait entre elle et l'homme qui se mourait dans un lit d'hôpital, un homme dont le souffle était devenu le métronome de sa propre vie brisée. Chaque bip du moniteur cardiaque était un pas de plus vers un abîme qu'elle refusait d'envisager. L'air de l'après-midi de début avril était d'une douceur trompeuse, chargé du parfum des cornouillers en fleurs et du bourdonnement lointain de la vie qui continuait, indifférente, au-delà des portes de l'hôpital. Assise seule sur un banc usé dans la cour, Anna sentait le monde se réduire à une seule vérité insupportable. Son mari, Jacob, luttait pour sa vie aux soins intensifs. Les larmes coulaient sur ses joues, chaudes et silencieuses, et elle ne prenait pas la peine de les essuyer. À quoi bon ? Personne n'était là pour la voir s'effondrer. Le banc sous elle était froid, une encre glaciale dans la tiédeur printanière, et elle pressa ses paumes contre ses genoux, tentant désespérément de s'ancrer à une réalité qui lui échappait. Quelques mois auparavant, Jacob était l'incarnation de l'énergie, de la force et du rire. Il était son roc, celui qui, par sa simple présence, rendait chaque fardeau de la vie plus léger. Aujourd'hui, il n'était plus qu'une silhouette fragile, enchevêtrée dans un réseau de tubes et de fils, son corps affaibli luttant contre un ennemi invisible. L'esprit d'Anna s'agrippait au souvenir comme un naufragé à une épave, essayant de reconstituer l'image de l'homme qu'il avait été. Elle se revit des années en arrière, sur le campus de l'Université de l'Arkansas à Fayetteville. Elle était en 2e année, traversant la cour bondée avec une pile de livres qui chancelaient dangereusement. L'un d'eux glissa et tomba avec un bruit sourd. Avant même qu'elle ait pu réagir, un grand jeune homme aux cheveux bruns décolorés par le soleil et au sourire désarmant se pencha et le lui tendit. « Je crois que celui-ci vous appartient, » dit-il, sa voix chaude et posée. Ce ne fut pas un coup de foudre, pas au sens cliché du terme, mais il y avait une certitude tranquille dans son regard qui la captiva instantanément. Jacob n'était pas du genre à chercher à impressionner. Son jean était usé, ses baskets éraflées, mais il émanait de lui une stabilité, une force intérieure qui l'attira comme un aimant. Ils traversèrent le campus ensemble, leurs pas se synchronisant naturellement, parlant des professeurs qu'ils admiraient et de leur angoisse commune face aux examens finaux. Lorsqu'ils atteignirent les marches de la bibliothèque, Anna avait l'impression de le connaître depuis toujours. Leur relation s'épanouit avec une facilité déconcertante. Les séances d'études se transformèrent en conversations nocturnes autour d'un café, les promenades décontractées en soirée passées sur le porche de son appartement hors campus, à regarder les étoiles scintiller dans le ciel de l'Arkansas. Il écoutait ses rêves sans jamais les juger, lui racontait avec une honnêteté désarmante ses propres difficultés d'enfant ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil, et, d'une manière ou d'une autre, la faisait se sentir à la fois chérie et mise au défi. Jacob n'était pas seulement un petit ami, il était un refuge. Des années plus tard, debout devant l'autel d'une petite église près de sa ville natale, Anna l'avait regardé et avait su, avec une certitude absolue, c'est lui. C'est l'homme avec qui je passerai le reste de ma vie. Leur mariage fut simple, sans extravagance, juste la famille, les amis proches et le parfum des fleurs printanières dans des bocaux en verre. Pour Anna, c'était la perfection. Jacob lui prit les mains, murmura une blague pendant l'échange des vœux, la faisant étouffer un rire à travers ses larmes, et l'embrassa comme s'il voulait sceller cet instant pour l'éternité. Ensemble, ils construisirent une vie simple mais débordante de joie. Jacob trouva un emploi stable, et Anna admirait son dévouement. Il abordait chaque tâche, de la réparation d'un robinet qui fuit à la planification des vacances dont il rêvait, avec une détermination tranquille. Leurs soirées se déroulaient souvent autour de leur petite table de cuisine, à siroter du thé sucré et à esquisser des plans pour l'avenir, une maison plus grande, des voyages à la mer, et surtout, des enfants. Jacob, qui n'avait jamais connu de véritable famille, rêvait d'une grande lignée. 2 garçons, puis une fille, et peut-être des jumeaux pour nous tenir occupés, disait-il avec un clin d'œil, la serrant contre lui. Elle riait, lui lançant un oreiller, mais au fond, elle partageait ce désir ardent. Elle l'imaginait déjà, faisant tournoyer un enfant dans les airs, leur soirée rythmée par les histoires avant le coucher et le bruit des petits pas dans le couloir. Ses rêves semblaient si proches, si réels. Pourtant, aujourd'hui, sur ce banc d'hôpital, le corps secoué de sanglots, il lui paraissait s'être évaporé comme la brume matinale. Elle enfouit son visage dans ses mains, le souvenir de la main de Jacob dans ses cheveux,
de sa voix rassurante lui murmurant « On va s'en sortir, Anna. On s'en sort toujours », résonnant douloureusement dans son esprit. Mais cette fois, elle n'en était plus si sûre. Le passage du souvenir à la réalité était glacial. Le soleil d'avril brillait, mais un froid polaire avait envahi son âme. Le rire lointain d'un groupe d'étudiants infirmiers lui parut appartenir à une autre dimension. L'image de Jacob, allongé dans cette chambre stérile, ses mains autrefois si fortes devenues si fragiles, sa voix réduite à un murmure, s'imposa à elle. Les machines respiraient pour lui. Les moniteurs étaient les gardiens de son corps défaillant. Anna prit une inspiration tremblante, se força à relever la tête et à regarder la façade de l'hôpital. Les vitres reflétaient un ciel d'un bleu serein, une ironie cruelle face à son désespoir. Quelque part derrière ces murs, Jacob se battait. Et elle était assise là, impuissante, à ressasser un passé heureux parce que le présent était trop insupportable à affronter. Les souvenirs tourbillonnaient, se mêlant à l'image crue des tubes et des écrans clignotants. Elle s'agrippa au bord du banc jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, murmurant dans le vide « S'il te plaît, Jacob, tiens bon ». Pour la première fois de sa vie, l'avenir n'était plus une promesse, mais une ombre insaisissable qui lui filait entre les doigts. L'histoire de Jacob Collins n'avait jamais été celle des privilèges ou de la facilité. Bien avant qu'Anna ne croise son chemin sur ce campus ensoleillé, sa vie avait été définie par l'absence. Il avait navigué dans le labyrinthe du système de placement familial, passant d'un foyer à un autre, parfois accueilli avec une chaleur éphémère, souvent traité comme une simple obligation administrative. Pour lui, le mot « famille » était un concept abstrait, une chose que les autres semblaient posséder naturellement, mais dont il n'était qu'un spectateur extérieur. Pourtant, malgré cette instabilité chronique, Jacob n'avait jamais laissé l'amertume prendre racine. Il se souvenait des anniversaires sans gâteau, des Noëls sans cadeaux au pied du sapin, des longues nuits passées à écouter les sanglots étouffés d'autres enfants perdus. Mais il se souvenait aussi des rares familles d'accueil qui avaient réellement essayé, des enseignants qui avaient décelé son potentiel, et de la certitude naissante que s'il voulait une vie différente, il devrait la construire lui-même, brique par brique. Dès son plus jeune âge, il était animé par une détermination farouche à ne pas devenir une statistique. Alors que d'autres sombraient dans le désespoir ou les difficultés, il se plongea dans les études. Les livres devinrent son refuge, une fenêtre sur un avenir qu'il pouvait façonner. Un conseiller d'orientation lui avait dit un jour « Tu as du cran, Jacob. Personne ne pourra jamais te l'enlever. » Il garda ces mots comme une boussole. Au lycée, les vendredis soirs étaient consacrés non pas aux fêtes, mais à la plonge dans un restaurant local jusqu'à minuit. Chaque dollar était précieusement économisé. Il s'achetait ses propres vêtements, ses fournitures, et même un ordinateur portable d'occasion. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le fruit de son travail, un premier pas vers l'indépendance. À 18 ans, lorsqu'il quitta le système, le filet de sécurité, déjà fragile, disparut complètement. L'État lui attribua un petit appartement dans une résidence HLM près de Little Rock, qu'il meubla avec un matelas, un bureau et une volonté de faire. Les études supérieures furent un parcours du combattant. Il jonglait avec 2, parfois 3 emplois pour payer ses frais de scolarité. Il remplissait les rayons d'une épicerie à l'aube, assistait aux cours pendant la journée et livrait des pizzas le soir. Le sommeil était un luxe rare. Mais même au comble de l'épuisement, il conservait une fierté tranquille. Chaque examen réussi, chaque obstacle surmonté était une victoire contre le destin qui lui avait été imposé. Anna pensait souvent à ce parcours. Elle, qui avait grandi dans un foyer stable et aimant, était fascinée par sa résilience. Il ne portait pas ses épreuves comme une médaille, ne se plaignait jamais. Il partageait des bribes de son passé avec une franchise dénuée d'apitoiement, les disputes pour un bonbon, l'apprentissage de la couture par nécessité, la solitude poignante sur le chemin de l'école. Ces histoires, racontées parfois avec un humour teinté de tristesse, révélaient la profondeur de son caractère. Là où d'autres se vantaient, Jacob restait humble. Là où certains exigeaient la reconnaissance, il persévérait en silence. Son empathie était ce qui l'avait le plus touché. Il remarquait sa fatigue, devinait ses besoins, l'écoutait avec une attention totale. C'était pour cela, plus que tout, qu'elle était tombée amoureuse de lui.
Jacob était extraordinaire, non pas par sa richesse ou son statut, mais parce qu'il avait transformé les fragments brisés de son passé en une vie pleine et authentique. Assise sur le banc froid de l'hôpital, Anna se raccrochait à cette vérité. Si quelqu'un pouvait se battre contre cette maladie, c'était bien Jacob, l'homme qui avait survécu à tout. Pourtant, l'image de sa fragilité actuelle revenait la hanter. Son cœur lui murmurait qu'il était un combattant, mais la peur lui glaçait le sang. Le passé avait prouvé sa force, mais le présent était d'une cruauté implacable. Elle pressa une main contre sa poitrine, un murmure s'échappant de ses lèvres. « Tu as surmonté pire. S'il te plaît, surmonte ça aussi. » Les années qui suivirent leur mariage furent une construction patiente. Leur maison était modeste, mais chaque recoin résonnait de leur rire. Les week-ends étaient consacrés aux randonnées dans les Ozarks, main dans la main, leurs conversations s'écoulant sans effort. Mais tous leurs rêves convergeaient vers un seul point, les enfants. Ils désiraient ardemment une maison pleine de vie, le chaos joyeux de la parentalité. Cependant, les mois se transformèrent en années, et chaque test de grossesse négatif était une nouvelle blessure. L'optimisme fit place à l'angoisse. Les annonces de grossesse de leurs amis étaient autant de coups de poignard qu'Anna encaissait avec un sourire forcé. Jacob restait son pilier, lui murmurant « Notre tour viendra ». Mais le silence entre eux s'épaississait. Ils se lancèrent dans le parcours épuisant de la fécondation in vitro. L'espoir renaquit, fragile et précieux. Ils investirent leurs économies, leur corps et leurs âmes dans ce processus. La première fois qu'Anna vit l'embryon à l'écran, un minuscule point de lumière, elle crut leur rêve à portée de main. L'échec fut dévastateur. Ils essayèrent encore et encore. Chaque tentative était un cycle d'espoir et de désespoir. Anna se sentait vidée, son corps et son esprit meurtris par les traitements hormonaux. Les nuits étaient parfois remplies de larmes et de disputes insensées, suivies d'excuses déchirantes. Jacob ne flancha jamais. Il la soutenait, la consolait, lui rappelait que leur amour était plus fort que cette épreuve. La famille, ce n'est pas le sang, Anna. C'est l'amour. Et j'ai assez d'amour pour toute une armée d'enfants, lui disait-il. Il évoquait l'adoption, une porte qu'il était prêt à ouvrir, mais Anna s'accrochait encore à ce désir viscéral de porter leur enfant. Elle se sentait coupable, comme si son propre corps les trahissait. Leur amour tenait bon, mais il était mis à rude épreuve. Les baby showers devinrent des tortures, et les silences au dîner s'allongeaient. Pourtant, la résilience de Jacob, son refus de sombrer, était la bouée de sauvetage d'Anna. Dans ses moments les plus sombres, il lui rappelait « Tu es ma famille, Anna. Tu le seras toujours. » C'est ce qui lui donnait la force de continuer. Assise sur ce banc, tous ses souvenirs douloureux affluaient. Elle se rappelait non seulement leurs rêves, mais aussi la force avec laquelle il l'avait protégée de son propre chagrin. L'homme dans ce lit d'hôpital n'était pas seulement son mari, il était son partenaire dans chaque perte, et elle priait de toute son âme pour que leur histoire ne s'achève pas ainsi. Tout commença de manière insidieuse. Une fatigue que Jacob attribuait au stress. Puis une perte de poids inexpliquée, des bleus mystérieux qui apparaissaient sur son corps, un saignement de nez qui ne voulait pas s'arrêter. La peur d'Anna finit par l'emporter sur son déni, et il accepta de consulter. Le diagnostic tomba comme un coup près, une maladie hémorragique rare et agressive. Sa moelle osseuse ne fonctionnait plus. La seule chance de survie était une greffe. Le mot résonna dans le bureau du médecin, lourd et terrifiant. Une greffe de moelle osseuse. Mais de qui ? Les donneurs les plus compatibles sont les frères et sœurs. Jacob n'en avait pas, du moins aucun qu'ils ne connaissent. Le registre national était leur seul espoir, une chance infime. Le temps était leur ennemi. Cette nuit-là, veillant à son chevet, une pensée torturante s'empara d'Anna. Si seulement ils avaient eu un enfant. Un fils, une fille, leur propre sang, aurait pu être le donneur parfait. La culpabilité la submergea, un poids écrasant s'ajoutant à son chagrin. C'était comme si elle l'avait trahi 2 fois. Jacob, devinant ses pensées, lui serra la main. « Ne t'en veux pas, murmura-t-il. Ce n'est pas ta faute. Tu es ma famille. C'est tout ce qui compte. » Les jours suivants, l'hôpital devint leur univers. Entre les soins intensifs et la chapelle, Anna priait pour un miracle.
Le monde extérieur continuait de tourner, mais pour elle, le temps était suspendu, chaque seconde mesurée par la ligne fragile du rythme cardiaque de Jacob sur l'écran. Puis, un après-midi, alors qu'elle cherchait un peu d'air dans la cour, elle surprit une conversation entre deux infirmières. « Je jurerais avoir vu son jumeau près de Salem Springs, » dit l'une d'elles. Même visage, même carrure. C'était étrange. Les mots s'accrochèrent à Anna, une étincelle d'espoir dans l'obscurité. Un homme qui ressemblait à Jacob. Dans les Ozarks. Elle se souvint que Jacob avait un jour tenté, en vain, de retrouver sa mère biologique. Il avait abandonné, préférant laisser le passé derrière lui. Mais aujourd'hui, cette porte fermée pourrait être leur seule issue. Si cet homme existait, s'il était un frère, il pourrait être le miracle qu'elle attendait. La décision s'imposa à elle. Elle ne pouvait pas encore en parler à Jacob, il était trop faible. L'accabler d'un faux espoir serait trop cruel. Cette nuit-là, elle lui fit une promesse silencieuse, « Je vais le trouver. S'il y a une chance, je te l'amènerai. » Le lendemain matin, elle partit, laissant un mot à l'infirmière, son cœur un mélange de peur et de détermination. Elle roulait vers l'inconnu, s'accrochant à ce fragile fil d'espoir comme à de l'oxygène. La route vers les Ozarks la mena dans un monde différent, où le temps semblait s'être arrêté et où la pauvreté était palpable. Dans une petite ville à peine indiquée sur la carte, un vieil homme lui indiqua une cabane isolée dans les collines. Il vit seul. Un peu sauvage, mais pas méchant. Le cœur battant, Anna suivit le chemin de gravier. La cabane était délabrée, un vieux camion rouillé garé devant. Elle frappa à la porte. Un homme lui ouvrit. Débraillé, les yeux fatigués, mais le visage, c'était le visage de Jacob. Plus rude, plus marqué par la vie, mais indéniablement le même. C'était comme regarder un reflet altéré de son mari. « Puis-je vous aider ?» Sa voix était rauque, méfiante. Anna déglutit, sa propre voix tremblante. « Je m'appelle Anna Collins. Je crois que vous êtes apparentée à mon mari. » L'homme, qui se présenta comme Ethan, la dévisagea, son expression passant de l'incrédulité à une hostilité froide. « Vous vous trompez de personne. Je n'ai pas de famille. » Il tenta de refermer la porte, mais Anna glissa son pied pour l'en empêcher. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle, sortant une photo de Jacob de son portefeuille. « Regardez. Il s'appelle Jacob. Il est en train de mourir. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse. » Ethan regarda la photo. Son masque de dureté se fissura. Il fixa le visage souriant de Jacob, puis le visage angoissé d'Anna. Le silence s'étira, lourd de décennies de séparation et de vie parallèle. « Entrez », dit-il finalement, sa voix à peine un murmure. À l'intérieur, la cabane était spartiate mais propre. Ethan lui raconta son histoire, une version encore plus sombre de celle de Jacob. Séparé à la naissance, adopté par des familles différentes. Il avait eu moins de chance, passant d'un foyer abusif à un autre, ne trouvant jamais la stabilité ou l'amour qui avait, malgré tout, permis à Jacob de s'épanouir. Il portait en lui une colère et une méfiance profonde envers le monde. Anna lui parla de Jacob, de sa gentillesse, de sa résilience, de la vie qu'ils avaient bâtie. Elle lui parla de leur combat pour avoir un enfant, de la maladie qui le rongeait maintenant. Les larmes coulaient à nouveau, mais cette fois, elles étaient un appel à l'aide. Ethan écouta, silencieux, son regard fixé sur la photo. Dans ses yeux, Anna vit une lueur de douleur, de regret, et peut-être, une étincelle de connexion. « Je le ferai, » dit-il enfin. « Je ferai le test. » Le retour à l'hôpital fut tendu. Deux étrangers, liés par le sang mais séparés par une vie entière. Jacob était faible mais conscient quand ils entrèrent dans sa chambre. Quand il vit Ethan, ses yeux s'écarquillèrent. Aucun mot ne fut nécessaire. La ressemblance était un cri silencieux. Les tests furent effectués en urgence. L'attente fut une torture. Puis, le médecin entra, un sourire fatigué mais sincère sur le visage. C'est une correspondance parfaite. La greffe eut lieu quelques jours plus tard. Ce fut un succès. La convalescence de Jacob fut longue et difficile, mais chaque jour, il reprenait des forces. Ethan resta à ses côtés,
maladroits au début, puis de plus en plus à l'aise. Ils parlèrent pendant des heures, comblant les vides de leur vie, partageant leurs douleurs et leurs rares joies. Deux frères, enfin réunis, commençaient à guérir ensemble. Un an plus tard, par un après-midi ensoleillé d'avril, Anna les regardait depuis le porche de leur maison. Jacob, encore un peu mince mais plein de vie, riait aux éclats d'une blague d'Ethan. Ce dernier, plus détendu, le sourire plus facile, avait trouvé une place non seulement dans leur vie, mais aussi un emploi dans la ville voisine. Il ne vivait plus dans sa cabane isolée. Il avait une famille. La famille dont Jacob avait toujours rêvé était là, sous ses yeux, née de la manière la plus inattendue et la plus miraculeuse qui soit. L'amour n'avait pas déplacé une montagne, il avait réuni deux âmes et défié la mort. Et pour Anna, c'était plus que suffisant. C'était tout.